Bonjour mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle conférence de notre cycle Réflexe que nous organisons bien entendu à partir du Collège Belgique et de l'Académie royale, mais aussi en partenariat avec le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et également le journal Le Soir, puisque comme à chaque fois, vous avez pu lire dans le soir d'hier l'interview du professeur qui nous fait l'honneur et l'amitié de faire la conférence ce jour, le professeur Martin Mess. Permettez-moi préalablement d'excuser Monsieur le Président du Parlement, Monsieur Rudy Demotte, et également le secrétaire général du Parlement retenu pour des activités impérieuses. Et permettez-moi donc d'emblée, en vous souhaitant la bienvenue, de présenter le conférencier de ce jour, le professeur Martin Mess, qui est actuellement maître de conférence en philosophie à l'Université de Lille. Alors le professeur Martin Mess a commencé sa formation académique et scientifique à l'Université libre de Bruxelles, où il a suivi des études en philosophie. Après ce diplôme de maîtrise en philosophie, il a été aspirant du Fonds national de la recherche scientifique et ceci lui a permis de préparer une thèse de doctorat en philosophie à l'Université Saint-Louis, ici même à Bruxelles, et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé un ensemble de recherches qui se situe à la croisée de la philosophie, mais aussi de la littérature et sans doute de l'esthétique littéraire. Et tout ceci a mené à une thèse de doctorat publiée dans les prestigieuses éditions Garnier, une thèse de doctorat qui a été consacrée à Nerval, un écrivain, mais qui a tenté, à travers cet écrivain, de thématiser et de travailler ce qu'est l'esthétique des romantiques. Et puis, notre conférencier a poursuivi par un travail de chercheur post-doctoral dans le cadre d'une action de recherche concertée, et il a été tout récemment élu maître de conférence à l'Université de Lille. Je dois aussi dire que le conférencier qui, ce soir, va nous parler de la démocratie à l'école, parle bien entendu avec toute sa formation philosophique et ses recherches, mais il parle aussi à partir, et vous l'aurez constaté dans l'entretien qu'il a donné au soir, il parle aussi à partir d'un engagement précis. Et j'en pointe deux sur ce point-ci. Tout d'abord, il a enseigné pendant 3 ans aux professeurs de morale et de religion qui, vous le savez, à partir du moment où nous avons instauré en Fédération Wallonie-Bruxelles un cours de philosophie et de citoyenneté, ces professeurs de morale et de religion ont dû suivre un certificat de formation en philosophie et en citoyenneté, et c'est dans ce cadre-là que le professeur Mess a donné cours à toutes ces personnes de l'enseignement qui donc transitaient vers un nouveau cours de philosophie et de citoyenneté, et il a donné ses cours à l'Université de Namur, à l'Université de Louvain-la-Neuve, et aussi ici à Saint-Louis. Et puis aussi, il a travaillé, comme d'autres, à un groupe de travail interdisciplinaire et interuniversitaire aussi, dans le cadre notamment de tous les départements de philosophie de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il a travaillé à la définition de ce cours de philosophie et de citoyenneté pour voir comment on pouvait travailler et implémenter les fameuses lignes directrices qui allaient mener à la création de ce cours de philosophie et de citoyenneté. Et puis aussi, je dois dire qu'il a été pendant 15 ans un formateur et un responsable pour la formation des scouts et des guides pluralistes de Belgique, à la fois comme bénévole, et donc dans ce cadre-là, il a été aussi en contact avec un ensemble de pratiques pédagogiques qu'il a eu l'occasion de discuter dans le cadre de ses activités avec les scouts et les guides pluralistes de Belgique. Alors, une partie de la conférence sur la fin du professeur Martin Mess sera consacrée à la figure d'un philosophe important qui a beaucoup réfléchi. Il a déjà été abordé dans ce cycle
à la question de la démocratie. Je veux donc dire Michel Foucault, et c'est donc pour moi l'occasion de dire que le professeur Martin Mess publiera bientôt un ouvrage sur Michel Foucault, et qu'il a intitulé Michel Foucault et l'art des contre-conduites, puisque vous savez que Foucault a été un penseur majeur de la philosophie politique, mais aussi avec un intérêt tout particulier pour les minorités. Eh bien, mesdames, messieurs, je vais donner donc maintenant la parole au professeur Martin Mess pour une conférence selon le temps prévu, et puis comme toujours après, nous aurons l'occasion de nous entretenir ici même avec le conférencier. Vous pourrez poser vos questions, faire des observations, et puis alors nous descendrons au rez-de-chaussée du Parlement, où, comme d'habitude, vous serez reçus pour un lunch cocktail grâce à la collaboration avec le Parlement. Mon cher Martin, je te donne la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup Jean pour cette aimable présentation, et je dois vous dire d'emblée que je suis ravi d'être ici avec vous pour parler d'un sujet aussi essentiel, aussi important et aussi d'actualité que la question de la démocratie à l'école. Je précise aussi d'emblée, comme ça a été rappelé dans la présentation, que j'ai par rapport à cette question-là un rapport d'extériorité double, vu que je viens à la fois plutôt de la recherche et par mon métier d'enseignant-chercheur, j'ai traité ces questions, mais d'un point de vue plus théorique, plus méta. Et l'autre rapport d'extériorité, c'est en effet l'enseignement que j'ai pu dispenser à des professeurs de religion et de morale dans le cadre du certificat, et mon activité dans les mouvements de jeunesse, qui m'ont aussi fait aborder ces questions depuis un autre point de vue plus pratique. Mais donc je ne suis pas moi-même enseignant à l'école, et donc ce que je vais faire ici, c'est davantage que vous donner une série de conseils pratiques, ce qui n'est pas, je pense, le sens de cette conférence. Penser à la fois le sens et les conditions d'un tel enseignement. Alors, simplement pour vous donner un plan très succinct de mon intervention, je vais essayer d'abord de poser le cadre en essayant de réfléchir avec vous ce que ça veut dire qu'enseigner la démocratie à l'école, de quel enseignement on parle, de quelle école on parle et de quelle démocratie on parle lorsqu'on évoque cette possibilité-là, pour ensuite s'interroger dans un deuxième temps au comment. Si on a défini et qu'on voit ce qu'on veut faire, comment le fait-on? Et là, j'essaierai d'explorer deux voies qui me semblent essentielles. C'est d'une part l'idée d'une démocratisation de l'école, d'une transformation de cette structure en vue d'en faire une structure la plus démocratique possible, et dans un second temps, de voir si il n'est pas nécessaire et indispensable, et c'est évidemment la thèse que je soutiendrai, d'avoir un enseignement qui soit dédié spécifiquement à cette question. Dans un troisième temps, c'est cet enseignement-là que j'explorerai, en l'occurrence le cours de philosophie et citoyenneté, en essayant de voir de façon peut-être un peu plus concrète comment cette méthodologie de la philosophie et de la citoyenneté permet de développer les compétences essentielles à la démocratie chez les élèves, et de voir comment ce cours-là et la philosophie, notamment à partir de Foucault, nous permettent de penser une question qui est au centre de toutes ces réflexions sur démocratie et école, qui est la question de l'esprit critique, et de voir comment est-ce qu'on peut développer ça, travailler ça, conceptualiser cette notion à partir d'un bagage philosophique. Alors, pour rappel, simplement, et à nouveau pour poser le cadre, l'idée de la démocratie à l'école n'est pas du tout une idée neuve, et elle s'inscrit tout à fait dans les circulaires et dans les décrets sur l'enseignement, comme je vous le rappelle ici. La déclaration de politique communautaire prévoit, je cite, d'encourager l'expression des élèves et renforcer la démocratie scolaire dès le plus jeune âge, afin de faire des élèves des citoyens à part entière. Par ailleurs, le décret, je saute quelques lignes, entend préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste, respectueuse de l'environnement et ouverte aux autres cultures, et assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale. En gros, donc, l'idée de la démocratie est bien implantée dans nos textes, et l'idée, évidemment, est d'initier les jeunes à la démocratie. Pourquoi ? Principalement pour répondre à toute une série de crises qui traversent notre monde et notre actualité, une crise de la démocratie, une crise des valeurs, ce que certains ont nommé une ère de la post-vérité, avec l'avènement des fake news, des questionnements identitaires, la montée des extrêmes, etc.
tous des sujets qui traversent nos démocraties, sans parler de tous les autres problèmes qu'on peut retrouver dans le monde. La liste de toutes ces crises et de tous ces enjeux est très longue, je n'ai pas besoin de vous la détailler plus que ça, je pense, mais toujours est-il qu'on envisage l'école comme une des réponses possibles à toutes ces crises, et les nouvelles générations comme ceux et celles qui vont devoir porter justement à bras-le-corps tous ces problèmes pour essayer de créer, autant que faire se peut, un monde meilleur. Donc l'idée d'enseigner la démocratie paraît évidente, elle paraît simple à première vue, mais dès qu'on s'interroge davantage sur les termes de cette proposition, les choses sont peut-être un peu plus difficiles et un petit peu plus compliquées. Et c'est pour ça qu'avec vous, je voudrais d'abord cadrer les choses. Premièrement, pourquoi l'école ? Ce n'est pas non plus une évidence que l'école soit le lieu de l'éducation politique. Est-ce que c'est sa fonction ? Est-ce qu'elle est destinée à le faire ? Est-ce qu'elle est capable de le faire ? Beaucoup soulignent des risques ou des empêchements de cette mission. Par exemple, l'idée qu'en enseignant, en éduquant à la politique, l'école perdrait sa fonction de neutralité en devenant partiale et, disons, sortirait de son cadre. Autre critique, elle n'aurait pas les moyens de mener cette tâche ardue, quand même, d'éduquer politiquement, dans le temps court qui lui est imparti, avec des moyens qui sont, au dire a priori de tous, insuffisants. Et donc, elle devrait se concentrer sur d'autres missions, comme l'instruction plutôt que l'éducation. Simplement pour vous donner un exemple du discours qu'on peut trouver à ce sujet, je vous donne une citation d'un chercheur du CNRS qui était interviewé sur cette question, qui représente, disons, ce genre de discours avec lequel, évidemment, je vous le dis d'emblée, je m'inscris en faux. Voilà ce qu'il dit. « Non seulement le système scolaire n'est pas le lieu d'éducation, mais il devrait moins être un lieu d'éducation que d'instruction. La source principale des difficultés de l'école aujourd'hui tient au fait qu'on s'est déchargé sur elle de tâches qui devaient être accomplies en dehors d'elle. Cela dit, l'école a sa part de responsabilité dans le processus, dans la mesure où elle a elle-même contribué à dénier aux parents et aux adultes en général leurs compétences et responsabilités éducatives en prétendant faire mieux qu'eux. Autrement dit, elle s'est arrogé un monopole qu'elle est incapable d'assumer. Quant à former l'esprit critique, fin de la citation, il faudrait d'abord se préoccuper de former l'esprit. » Or, si on se penche sur les études, et je ne vais pas systématiquement donner les références que je mobilise dans cet exposé, parce que je vais passer en revue pas mal de littérature scientifique, mais vous avez sur le PowerPoint, a priori, toutes les références qui vont s'afficher, donc je vous laisse les consulter si vous en avez l'envie. Mais donc, les études aujourd'hui montrent que l'école est véritablement un lieu plus adapté, par exemple que le cadre familial, pour une éducation politique qui soit critique, rationnelle, informée, digne de ce nom. L'éducation politique telle qu'elle se fait dans les familles, étant souvent faite de façon informelle, d'une part, peu explicite, peu réflexive, souvent elle s'opère, on le voit, par mimétisme vis-à-vis des parents ou des grands frères et des grandes sœurs, dans un contexte qui manque souvent de diversité au niveau des positions, au niveau des partis pris, et dans un contexte qui est aussi, on le voit très souvent, peu favorable à la discussion, à la délibération ensemble. Alors certes, l'école non plus n'est pas parfaite en termes de diversité, mais déjà davantage que la famille. On peut supposer quand même qu'elle a aussi l'autorité nécessaire pour instaurer un cadre réfléchi, qui soit favorable à ce type de délibération, au raisonnement. Et donc, on peut quand même supposer que ce genre de discours qui sont tenus manquent de pertinence par rapport aux observations qu'on peut faire aujourd'hui, qu'on a en droit de faire aujourd'hui, et qu'en plus, l'idée d'une école comme pure transmission de contenu, de connaissances, est complètement obsolète, comme le montrent des décennies de travaux en sciences de l'éducation récemment. Plutôt que de dire que comme on n'a pas assez de moyens, on supprime l'éducation politique, il me semble qu'il ne faut pas abandonner trop vite l'école et partir du principe que tout est déjà joué d'avance et inchangeable. Je pense au contraire qu'il faut valoriser ce qui existe déjà en termes de pratiques. Il y a quotidiennement des héroïnes et des héros de l'enseignement de la démocratie, de l'enseignement de la citoyenneté dans les classes, des professeurs, et j'en ai rencontré un certain nombre, qui se dédient à ça de façon assez fabuleuse. Et je pense au contraire qu'il faut militer pour qu'ils aient plus de moyens, pour qu'ils aient un cadre qui soit plus favorable à ce genre de choses, et qu'on puisse, avec eux, faire de l'école
un formidable laboratoire, je pense qu'elle peut l'être, pour la démocratie, qui fait véritablement vivre aux jeunes générations les principes même, par l'expérience, de la démocratie. Mais de quoi parle-t-on lorsqu'il est question de démocratie? Alors, on la définit souvent, disons plutôt négativement, comme l'opposé d'un endoctrinement. Pourquoi est-ce qu'on enseigne la démocratie? Eh bien, c'est pour apprendre aux élèves à ne pas être endoctrinés, à pouvoir résister à une série de dogmes qui leur seraient imposés. La démocratie, c'est aussi différent d'une politisation des élèves. Il ne s'agit pas justement de les faire sortir du cadre de la neutralité en les faisant adhérer à une série de causes ou d'idées politiques. C'est aussi différent d'une éducation civique et morale, par exemple à la française, où il s'agit surtout de transmettre les valeurs de la République, où il s'agit de réfléchir et d'initier au fonctionnement institutionnel, où on voit souvent davantage un enseignement magistral des droits et des devoirs du citoyen, de même qu'une série de débats sur l'actualité, mais qui restent souvent un peu creux. Et c'est enfin aussi différent d'un sens de la démocratie qui serait pris de façon minimale, comme simplement l'éducation à la démocratie représentative. Il y a d'autres formes de démocratie auxquelles il s'agit d'initier les élèves, et on peut redéfinir la démocratie, ou la définir dans le cadre scolaire, par 3 principes que vous voyez affichés sur le PowerPoint. D'une part, la démocratie se pense comme une autonomie d'action et de pensée, cette capacité de donner aux élèves la capacité d'identifier leurs propres aspirations et de voir quelles décisions politiques permettraient d'y répondre, de les rendre capables de choisir, de saisir les tenants et les aboutissants de chaque position. Ensuite, la démocratie ça se fonde aussi sur l'idée d'une délibération collective. Il faut en passer à un moment par une discussion où on peut entendre des positions différentes, où on peut prendre part à des discussions de façon rationnelle, en argumentant pour ne pas rester au niveau de l'opinion, et où on est capable aussi de les exprimer publiquement. Enfin, la démocratie, telle qu'on la pense dans ce cadre scolaire, c'est une égalité politique qui suppose aussi un souci et un respect pour chacun et chacune, c'est-à-dire ne pas céder à non plus une tyrannie de la majorité, où ce serait le groupe dominant qui aurait tout pouvoir et qui déciderait de tout, mais aussi se sensibiliser aux situations singulières, parfois aux plus vulnérables, et ne pas, disons, cautionner des mécanismes qui reproduisent des logiques de domination. Essayer de rendre chacun véritablement égal dans ces discussions et dans cet espace commun qu'on est en train de construire. Donc, ces différents aspects de la démocratie, si on les définit très brièvement comme cela, on voit qu'il s'agit surtout, il s'agit un peu de connaissances, bien sûr, il y a des connaissances au fondement de tout ça, mais il y a aussi des compétences, il y a aussi une série d'attitudes et de vertus qu'il s'agit de développer, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, si on veut le dire comme ça. Et donc, enseigner dans ce cadre, évidemment, ça suppose moins de transmettre de façon magistrale une série de discours, une série de principes théoriques, que de faire vivre d'une certaine façon une démocratie. Il s'agit moins d'une science, si vous voulez, que d'un art de la démocratie, d'une habileté qui se travaille, qui s'acquiert par la pratique même, et qui ne peut donc se faire, évidemment, que dans un cadre où cette démocratie est déjà en acte, c'est-à-dire dans une école qui elle-même serait démocratique. Ça n'aurait pas beaucoup de sens de penser faire pratiquer la démocratie dans un lieu qui serait antidémocratique, d'une part, et d'autre part, il s'agit de donner un cours, un enseignement qui soit spécifiquement dédié à l'enseignement de ces compétences, au travail de cette pratique qui nécessite d'être réfléchie et qui nécessite en plus un travail très ambitieux. Donc il faut que ça fasse l'objet d'une attention particulière. Une école démocratique, ce n'est pas non plus une évidence. On peut penser que l'école, a priori, n'est pas un cadre extrêmement démocratique. On est dans un cadre qui est hiérarchique, avec des mineurs et des majeurs, avec des personnes qui décident et d'autres qui sont supposées obéir. On est dans un cadre obligatoire. D'un point de vue légal, on doit aller à l'école. Et on peut aussi se demander quelle est la pertinence
d'une éducation à l'autonomie, à la liberté de penser, quand on nous dit qu'il faut être libre et qu'il faut être autonome. C'est aussi un cadre dans lequel on forme tout de même les élèves à être plus tard compétitifs sur le marché du travail. C'est aussi un cadre qui fonctionne à partir, disons, d'évaluations qui ont pu prendre la forme de ce qu'on a appelé l'examen. Et l'école, selon des réflexions qui sont par exemple celles de Foucault, peut participer de façon plus globale à un des mécanismes d'un système qui vise à formater davantage les comportements qu'à former de façon libre, qui vise à examiner, c'est-à-dire à vérifier la conformité par rapport à une norme, plus qu'à véritablement rendre autonomes les élèves, en leur disant ce qu'ils doivent savoir, en leur apprenant comment il faut le dire, en définissant avec eux ce qu'ils doivent être, la façon dont ils doivent se comporter, ce que veut dire bien faire, etc., etc. Et donc, à partir de ce constat, il est évident qu'il faut penser une série d'alternatives ou de pratiques où l'école, disons, quitterait cette structure plus traditionnelle, ou en tout cas tendrait à la quitter au maximum, pour devenir un espace le plus démocratique possible. Et il y a déjà beaucoup d'initiatives qui existent en ce sens. Il ne s'agit pas de réinventer la roue du tout, et donc là je ne vais faire que balayer certaines choses qui existent, mais c'est pour vous donner une petite idée de ce que ça peut signifier. La première idée, c'est de développer une école qui serait active, c'est-à-dire qui mettrait en avant des pratiques pédagogiques où l'élève serait l'acteur de son apprentissage, une école qui viserait à développer une autonomie de cet apprentissage, une école où l'adulte n'est plus le détenteur du savoir, mais le facilitateur d'un accès au savoir, une école qui enseigne justement par la pratique, par l'expérience, par le jeu, qui fait droit à différents types d'intelligence, différentes façons d'apprendre, qui mobilise l'entièreté du vécu de l'élève dans cet apprentissage, une école qui fonctionne par projet, par problème. Il y a énormément de pratiques pédagogiques qui vont en ce sens, notamment toutes les pédagogies qu'on appelle actives, et qui sont toutes tendues vers cette idée de rendre les élèves autonomes, solidaires, parce qu'on travaille aussi sur le groupe, critiques, capables d'apprendre par eux-mêmes et de construire leur propre système de pensée. L'école doit aussi devenir citoyenne, c'est-à-dire qu'il faut transformer la structure de l'école pour y injecter au maximum des procédures et des expériences démocratiques. Et il y a beaucoup de travaux qui sont faits également en ce sens. L'idée de construire le cadre de l'école avec les élèves, de penser collectivement ce cadre pour qu'il soit précisément adapté à ceux et celles qui s'y trouvent. L'idée de proposer au sein de l'école une justice qui soit la plus bienveillante possible, la plus équitable, qui soit restauratrice, qui fasse bien la différence entre punition et sanction. Une école qui vise le bien commun à travers des débats, des processus de représentation, le décryptage de l'information qui essaye au maximum de fonder un espace où tout le monde se sente au mieux. Une école qui, disons, enseigne aussi, pas seulement des apprentissages, mais les attitudes de vivre ensemble, qui évalue et qui valorise aussi ces attitudes. Bref, il y a toute une série de choses à faire et qui, dans, je le répète, un certain nombre de cas, sont déjà mis en place, sont déjà proposés. Enfin, on peut penser une école pluraliste et inclusive, c'est-à-dire une école qui valorise les différences comme une richesse et non pas comme un problème, c'est-à-dire une école qui n'essentialise pas les différences, mais qui ne les lisse pas non plus, qui ne part pas du principe qu'il faut être tous semblables et que les différences doivent s'effacer pour pouvoir bien vivre ensemble, mais qui emploie les différences comme un outil d'enseignement et un outil pour justement favoriser un vivre ensemble qui soit intéressant. Le projet de l'école inclusive, qui est notamment porté de façon encore embryonnaire dans le pacte d'excellence, vise ça, c'est-à-dire, in fine, on peut espérer que ça arrivera à ça, développer des pratiques enseignantes qui permettent à un maximum d'élèves, quels qu'ils soient, d'atteindre les compétences visées attendues, en construisant autour d'eux une série de dispositifs qui soient les plus inclusifs possibles, c'est-à-dire une école qui n'opère plus de ségrégation entre ceux qui sont capables et ceux qui ne sont pas capables, qui essaye de limiter toutes les inégalités que peut créer des systèmes qui séparent les élèves, par exemple, entre enseignement ordinaire et enseignement spécialisé. Bref, sans changer la structure de l'école,
sans penser la démocratie comme art de faire fonctionner l'école, et simplement si on le pense simplement comme un discours à transmettre, c'est sans doute certain que la question de la démocratie et de l'enseignement de la démocratie restera un vœu pieux. Néanmoins, il me semble aussi essentiel que la démocratie soit l'enjeu, comme je le disais tout à l'heure, de cours spécifiques, d'un enseignement particulier, qui permettent un véritable espace de réflexivité sur ces pratiques dont j'ai parlé, sur ces pratiques de la démocratie. Un cours qui donne le temps au travail de ces compétences, qui pousse ces compétences au-delà de grandes formules creuses, et je reviendrai là-dessus en parlant de ce qu'on entend par l'esprit critique, et qui donne en gros une chair et un contenu exigeant à ce cours. On peut imaginer plusieurs réponses à ça, plusieurs cours, plusieurs enseignements qui répondraient à cet objectif, mais il y a une réponse possible qui me semble pour le moment particulièrement puissante, c'est la proposition d'un cours de philosophie et citoyenneté qu'on a essayé d'implanter depuis quelques années et qui me semble tout à fait dédié à cette question de la démocratie. Alors, je vous ai mis un extrait du décret mission qui explique les buts et les enjeux du cours de philosophie et citoyenneté. Et donc, en plus d'un questionnement philosophique et éthique qui correspond à toute une première partie, il y a toute une deuxième partie où on voit vraiment que ce cours de philosophie et citoyenneté est intimement lié et essentiellement lié à la question de la démocratie, à l'élaboration d'une pensée qui soit individuelle, autonome, d'une formation de soi, d'une formation de sa conscience critique, et ce, à travers toutes les années de scolarité, tout l'enseignement. Alors je ne vais pas lire avec vous tous ces points, ce qui pourrait être rébarbatif, j'en lis deux simplement pour vous donner un exemple. Le point C, il faut enseigner la connaissance des sources, principes et fondements de la démocratie, déjà tout un programme, et le point E, encore plus ambitieux, la formation aux dimensions politiques, sociales, économiques, environnementales et culturelles de la citoyenneté, tant sur le plan local que global. Alors, comme vous pouvez le voir, déjà juste en lisant ces deux points-là, on voit qu'il y a énormément d'attentes sur ce cours de philosophie et citoyenneté qui est censé justement répondre à tous ces enjeux de la démocratie et finalement répondre aux crises qui peuvent traverser à la fois nos sociétés, puisqu'on charge les professeurs de philosophie et citoyenneté de travailler avec les élèves toutes les crises, les questions que j'ai citées précédemment, mais en plus toutes les crises et les questions qui peuvent aussi traverser l'école et l'espace de l'école en termes de diversité, de questionnement identitaire, de violence, etc., etc. Et pour avoir parlé avec un certain nombre d'enseignants, on voit que ça se traduit directement dans leur pratique parce qu'ils sont sursollicités très souvent par leurs cadres, par leurs écoles, par leurs collègues, pour prendre à bras-le-corps toute une série de questions qui sont énormes. Je ne vais pas vous reciter le point E, mais juste ce point E pourrait faire l'objet d'un cours à part entière déjà. On voit que, donc, dans sa construction, sa structure, le cours de philosophie et citoyenneté est vraiment dédié à la démocratie. Et là, je vous affiche les objectifs du cours tels qu'ils sont définis dans les programmes et les référentiels. C'est-à-dire que les principaux objectifs du cours de philosophie et citoyenneté sont de favoriser le vivre ensemble et de permettre à chaque élève de se développer en tant que personne et citoyen, formule générale, et puis 3 objectifs qui répondent en fait aux 3 enjeux de la démocratie que j'ai cités plus haut. D'engager les élèves dans la vie sociale et l'espace démocratique en favorisant le questionnement, la construction d'une pensée autonome et critique, autonomie, d'offrir un espace commun de discussion et découverte des différents courants philosophiques, religieux et les textes fondateurs des sociétés démocratiques, l'enjeu d'une délibération entre des avis et des courants différents, et enfin de mettre en place les conditions permettant aux élèves d'horizons différents de construire ensemble une société pluraliste, durable et harmonieuse, l'idée d'une égalité et d'un pluralisme. Donc on voit que vraiment la structure même du cours de philosophie et citoyenneté, toute ambitieuse qu'elle soit, met vraiment à son fondement, en son cœur, les enjeux de la démocratie. Et comment y répondre ? Eh bien ce cours entend le faire en articulant la démarche philosophique aux enjeux et à la pratique de la citoyenneté. Ce cours s'appuie sur la philosophie, ses pratiques,
débats et discussions philosophiques, colloques des philosophes, lecture de textes, etc., et son histoire, et prend en compte les apports des autres disciplines aussi, en particulier les sciences humaines et sociales, et l'histoire des religions et de la laïcité. Première chose qu'on peut noter, c'est donc que ce cours est un cours important. C'est au fond le seul endroit qui garantit à tous les enfants francophones de bénéficier de façon équitable de cet apprentissage de la démocratie, et ce, à travers toute leur scolarité, et de le faire ensemble, c'est-à-dire dans un espace commun qui ne sépare plus les élèves sur base de leurs convictions religieuses, par exemple. Deuxième observation, c'est qu'il s'agit d'un programme extrêmement ambitieux, on pourrait même dire presque démesuré, tant du point de vue des enjeux démocratiques qui sont extrêmement bien définis, mais extrêmement, disons, considérables, et aussi sur la pratique philosophique, et je vais y venir, qui est définie ici, et qui est elle-même exigeante en soi. Donc évidemment, on peut à partir de là, se dire qu'une des façons, en effet, d'enseigner la démocratie à l'école, c'est de pousser un cours comme le cours de philosophie et citoyenneté à 2 heures, et je dirais au moins à 2 heures, d'une certaine façon, puisque même en 2 heures, je vois mal comment on peut atteindre pleinement tous ces objectifs, mais c'est évidemment un début. En tout cas, l'exigence de ce cours, j'aimerais y donner cher quelque peu, en vous expliquant comment, par la philosophie, on peut justement atteindre ces objectifs de démocratie. Alors, la vision générale, c'est que la philosophie, si on l'apprend de façon globale et si je la résume à très gros traits, l'enjeu de la philosophie, c'est de nous faire sortir de l'opinion pour nous amener à réexaminer, à partir d'un autre angle, ce qu'on pense connu, pour nous faire voir que les choses sont souvent plus compliquées qu'on ne le pense, que sous la fine surface de l'évidence, il y a tout un certain nombre de problèmes qu'il faut traiter, qu'il faut réinterroger. Et par opinion, je n'entends pas ici simplement les avis personnels qu'on peut avoir sur toute une série de choses, sur les êtres, les situations, sur des avis qu'on tirait de notre vécu, mais aussi les représentations collectives dont on hérite via notre milieu social, par exemple, sans que ces représentations soient nécessairement fondées sur des preuves, sur des faits objectifs et des arguments valides. En philosophie, il ne s'agit pas de dire que toute opinion est nécessairement mauvaise ou inutile. Bien entendu, nous avons besoin d'opinions pour pouvoir vivre au quotidien, pour pouvoir interagir avec les autres, pour pouvoir nous frayer un chemin dans la vie. Mais il importe aussi que nous puissions remettre en cause ces opinions si elles sont fausses ou insuffisantes, si elles reposent sur des préjugés ou des généralisations qui sont trop hâtives. En gros, la philosophie critique moins l'opinion que la certitude qui accompagne l'opinion. C'est ça, disons, l'enjeu général. Mais la philosophie ne s'arrête pas simplement à cette démarche critique. Il s'agit aussi de penser, justement, une connaissance. Il s'agit de ne pas céder à un relativisme absolu, où du coup, puisqu'on pourrait tout interroger, tout critiquer, finalement tout se vaudrait et rien ne serait plus solide qu'un autre. Il s'agit, par la rationalité, d'examiner le pour et le contre, d'argumenter, de dialoguer, et de développer une série d'outils qui vont servir à ce dialogue et à cette réflexion. La philosophie, en somme, pour vous le dire très vite, nous apprend moins une série de données, une série de savoirs, qu'elle met à l'épreuve notre capacité de réflexion, en nous amenant à poser un regard critique sur le monde qui nous entoure, en développant une série de compétences que j'ai mises ici sur le tableau: questionner, problématiser, conceptualiser, argumenter, qui sont les compétences structurantes du cours de philosophie et citoyenneté. Je ne vais pas les passer systématiquement en revue, mais pour en dire 2 mots, le questionnement philosophique, il entend proposer une réflexion qui soit générale, des questions qui s'adressent à tous et à toutes, qui ne soient pas situées, ciblées, et qui soient dénuées de présupposés, pour justement développer un cadre de discussion qui soit justement égalitaire, qui permette la délibération et qui force
disons, les intervenants à faire preuve d'autonomie et de critique. La problématisation, c'est de ne pas chercher directement une réponse toute faite aux problèmes qu'on se pose, mais de questionner les questions, de voir en quoi il y a des enjeux, en quoi les choses ne sont pas si simples, en quoi il y a quelque chose de problématique dans les questions qu'on se pose. La conceptualisation, c'est vraiment l'armature du philosophe, c'est l'idée de développer toutes des notions qu'on emploie quotidiennement, le droit, la justice, la vérité, la beauté, bref, toutes des notions qu'on mobilise tout le temps, mais en essayant de leur donner un vrai contenu, en faisant non pas seulement des étendards, mais des vrais outils de pensée, en essayant de voir quels sont leurs enjeux, quelles sont les oppositions qui les sous-tendent, en essayant de voir dans quel contexte socio-historique ces notions se sont développées, comment est-ce qu'on peut les mobiliser, quelles sont disons, leurs charges actives et productives. Et l'argumentation, eh bien, c'est l'apprentissage à défendre des idées, des positions, en avançant des propositions qui soient fondées rationnellement, qui soient compréhensibles par tout le monde, qui soient les prémices à la conclusion qu'on essaye de faire émerger. Argumenter, c'est viser à convaincre, c'est-à-dire à une compétence qui s'adresse à la raison des interlocuteurs et non pas à leurs sentiments ou à leurs préférences sentimentales. Donc, toutes des compétences qui sont au cœur de la philosophie, bien sûr, qui sont également en fait au cœur de toutes les sciences humaines, qui toutes emploient ce questionnement, l'idée d'une problématisation, la capacité à conceptualiser et l'argumentation scientifique. Elles sont évidemment aussi essentielles à l'exercice démocratique, puisque, comme rappelé plus haut, en fait, on ne peut pas simplement exercer une pensée critique in abstracto, disons comme ça, simplement en disant aujourd'hui je suis critique. Évidemment, il faut faire ce travail à partir de certains contenus, à partir de certaines données. Et donc c'est là que la philosophie intervient. Il s'agit aussi en philosophie de travailler sur des pensées multiples, sur des auteurs, sur toute une série de courants d'idées, sur des textes. Et c'est aussi la pluralité de toutes ces visions du monde différentes, de toutes ces perspectives, de tous ces corpus qui amènent les élèves à développer, disons, ce sens du débat, ce sens de la compréhension, par l'exercice qu'ils doivent faire de rentrer à chaque fois dans chaque système de pensée, d'en évaluer les présupposés, les conséquences, etc. etc. Comme je le disais également tout à l'heure, ce cours de philosophie et citoyenneté est donc très spécifique, d'une part par ses enjeux démocratiques, mais d'autre part par ses compétences, par les compétences qu'il développe, par les contenus qui sont nécessaires pour développer ces compétences et qui sont des contenus issus de la tradition philosophique. Et donc, il me semble à nouveau, pour parler de ce cours de philosophie et citoyenneté, qu'il est indispensable d'en faire un enseignement spécifique. Je vois mal comment on pourrait avoir un enseignement qui serait, disons, dispersé dans plusieurs cours ou dans une structure sans être pris en charge de façon sérieuse en y accordant du temps dans le cadre d'un cours en particulier, comme je l'ai dit. Pour donner chair, avec le temps qu'il me reste, à cet intérêt que peut avoir la philosophie, j'aimerais justement revenir sur un des points qui me semble parfois un point aveugle de toutes ces questions de l'enseignement de la démocratie à l'école, et qui est la question de l'esprit critique, et de cette question notamment de l'autonomie de la pensée. S'il y a bien une compétence qui est au centre de tous ces discours de la démocratie à l'école, voire de l'enseignement en général, c'est celle de l'esprit critique, qu'on est censé et qu'on doit, selon les décrets, enseigner à tous les élèves. Cette notion est souvent peu définie, ou de façon très large, et il me semble que la philosophie, et un cours de philosophie et citoyenneté, peut être le lieu où une telle compétence est réfléchie, définie, et donc nécessairement mieux comprise et mieux appliquée. Dans le langage courant, si on en reste là, l'esprit critique, c'est tantôt assimilé à la démarche scientifique, tantôt à la capacité de faire simplement preuve d'un doute rationnel, qui est souvent associé à la correction des fausses informations, à la distinction entre le vrai et le faux. Dans l'enseignement, ça prend souvent la forme d'un décryptage de l'information, ce qu'on appelle d'ailleurs la critique des sources. Il est parfois, dans le meilleur des cas, travaillé en interdisciplinarité et en transversalité dans différents cours, ou simplement par la mobilisation avec les élèves des fondements de l'épistémologie scientifique,
l'éveil au débat contradictoire, etc. Ça, c'est pour l'enseignement. Au niveau de la société, aujourd'hui, on parle beaucoup d'un effondrement de l'esprit critique qui serait dû à cette ère de la post-vérité dans laquelle on serait inscrit, au développement des fake news. Et je cite simplement un livre récent paru sur la question, Le crépuscule de la critique, écrit par Myriam Revaud-Dallon, qui nous dit en gros que l'esprit critique s'effondre, notamment à cause des médias sociaux, de leur façon de mêler opinion et fait, et que cet effondrement de l'esprit critique impacte fortement notre vie collective. En philosophie, on doit l'émergence de la critique au philosophe Emmanuel Kant, et plus généralement aux Lumières telles qu'elles se développent en Europe au XVIIIe siècle. Mais comme annoncé, je vais me concentrer sur une figure plus contemporaine et qui me semble peut-être plus stimulante pour essayer de développer très rapidement ce que cet esprit critique peut vouloir dire en philosophie si on accepte de lui donner un contenu peut-être plus spécifique. Michel Foucault, donc, penseur français de la seconde moitié du XXe siècle, qui a travaillé sur toute une série de sujets de société, sur la folie, sur la prison, sur la sexualité, et qui a essayé aussi de réfléchir sa démarche tout en la pratiquant, si on veut. Et à partir de lui, on peut dire déjà que la critique n'existe qu'à partir du moment où le débat existe. C'est-à-dire que la critique permet le débat, mais le débat permet aussi la critique. Sans un échange et sans un espace d'échange, il n'y a pas d'esprit critique. La critique, c'est toujours une faculté qui se développe de façon collective. Et l'idée est que la critique est aussi accessible à tous et à toutes. Ce n'est pas une compétence spécialisée. Chacun, chacune peut être, amené à faire preuve de critique et d'esprit critique. Et Foucault va plus loin en disant que la critique, au fond, c'est moins un esprit critique, c'est moins une faculté intellectuelle qu'une attitude générale, qu'un geste, qu'un ethos, on pourrait le dire comme ça, qui s'apprend justement par une pratique collective, et qui se développe comme attitude démocratique par excellence. Comment le développe-t-il ? Simplement deux façons qu'il a de le conceptualiser. Il y en a d'autres, j'aurais pu aussi aller chercher d'autres auteurs, simplement pour illustrer. Un premier sens de la critique, c'est l'idée d'une désobéissance choisie. La critique, c'est une résistance locale à certaines mesures, à certaines obligations. Il parle d'inservitude ou d'insoumission volontaire. Il ne s'agit pas pour Foucault d'être hors pouvoir ou d'être contre le pouvoir en général, ni de douter de tout, ce qui mènerait au relativisme absolu tel que je l'ai cité plus haut, mais de faire droit à la volonté réfléchie de s'opposer localement. À quoi ? À certains dispositifs qu'il appelle de savoir-pouvoir, c'est-à-dire des dispositifs qui mêlent à la fois toute une série de discours et toute une série de mesures normatives de coercition. L'idée, pour Foucault, c'est d'essayer de voir quand, dans nos sociétés, se développent des dispositifs mêlant à la fois une série de discours qui soient scientifiques, qui soient juridiques, et une série, après, de comportements qui soient normés, normalisés, et d'essayer de voir quand ces dispositifs-là créent de la violence, créent de l'injustice, crée de la discrimination. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit que cette désobéissance, ce qu'il va appeler dans le texte que je vais rapidement vous citer, l'art de ne pas être tellement gouverné, n'est pas nécessairement une opposition au gouvernement, ou à l'art de gouverner, justement, mais est aussi ce qui permet de le développer. C'est un esprit qui, à la fois, barre, empêche et facilite, permet aussi. Voilà ce qu'il nous dit, comme contrepartie, ou plutôt comme partenaire et adversaire à la fois des arts de gouverner, comme manière de s'en méfier, de les récuser, de les limiter, mais aussi de les transformer, de chercher à échapper à ces arts de gouverner, de les déplacer, et aussi comme d'une façon de les développer. Il nous dit, il y a à la fois cette attitude morale et politique, une manière de penser, et j'appellerais tout simplement l'art de n'être pas gouverné, ou encore l'art de ne pas être gouverné, comme ça et à ce prix. Et je proposerai donc, comme toute première définition de la critique, cette caractérisation générale, l'art de n'être pas tellement gouverné. C'est-à-dire, en gros, une philosophie qui se développe comme pratique, qui forge une série d'outils. Quels outils ? Les concepts, qui nous permettent de poser une série de combats
intellectuelle de combat de certains dispositifs en vue d'un monde collectif meilleur. C'est ça l'idée. Avec les élèves, pour développer cette critique, il s'agirait donc d'encourager sans doute une certaine forme de désobéissance, ce qui n'est peut-être pas dans l'ADN de l'école, mais ce qui me semble être particulièrement intéressant quand c'est une désobéissance qui se pense, qui se justifie et qui opère justement avec toutes les compétences citées plus haut. Deuxième façon de définir la critique, qui n'est évidemment pas sans lien, c'est un art non plus de ne pas être tellement gouverné, mais un art de penser autrement. Foucault nous dit que la tâche de la pensée, c'est de saisir ce qu'il peut y avoir d'arbitraire, d'hasardeux, de contingent, c'est-à-dire de non nécessaire, dans les façons dont nous nous rapportons habituellement à l'existence. Que ce soit nos valeurs, que ce soit notre justice, que ce soit nos pratiques, que ce soit notre sexualité, etc., etc., pour relativiser toutes ces pratiques. L'idée est de dire que si toutes ces façons que nous avons de faire ne sont pas nécessaires, si on peut faire autrement, alors, en fait, d'autres mondes sont possibles, une autre vie est possible, et il s'agit peut-être moins avec cette critique de dire exactement comment il faudrait faire que d'ouvrir une série de possibles. Pour citer le titre de la dernière pièce de Virginie Despentes, une formule qui résumerait bien ça, c'est le titre donc qui est « Rien n'a jamais empêché l'histoire de bifurquer ». Et voilà comment le définit Foucault. Il nous dit « Cette critique ne déduit pas de la forme de ce que nous sommes, ce qu'il nous est impossible de faire ou de connaître. Elle dégage de la contingence qui nous a fait être ce que nous sommes, la possibilité de ne plus être, faire ou penser ce que nous sommes, faisons ou pensons. » Pour le dire très simplement, ce n'est pas de la forme actuelle de notre vie. Imaginons un élève qui serait en échec à toutes ces interrogations de mathématiques, qu'il faut déduire ce qu'il peut ou ne pas faire, c'est-à-dire réussir en maths ou être bon en maths. C'est à partir de la contingence qu'il a fait être ce qu'il est à ce moment-là, tout son parcours dans l'enseignement, toute l'expérience qu'il a eue précédemment avec les chiffres, toute une série de choses. C'est à partir de cette contingence-là qu'on peut repenser comment on pourrait faire autrement, comment on pourrait reprendre à la source pour imaginer d'autres possibles, d'autres mondes. L'exemple est trivial, mais on pourrait faire ça avec l'école en général ou avec notre société en général. J'en arrive à ma conclusion. 3 points de conclusion. Pas encore. 3 points de conclusion. Enseigner la démocratie à l'école, donc, ce n'est pas seulement expliquer aux élèves le fonctionnement institutionnel, parler des valeurs, pratiquer le débat, analyser les présupposés et les conséquences des propositions politiques telles qu'elles existent, même si toutes ces choses sont déjà bien sûr essentielles. Enseigner la démocratie à l'école, c'est apprendre l'esprit critique, mais aussi appliquer à l'école cet esprit critique. Ne pas partir d'une nécessité, justement, mais se dire qu'on peut changer d'école, qu'on peut aussi imaginer les choses autrement. Et évidemment, impliquer les apprenants dans cette redéfinition du cadre. Deuxième point, enseigner la démocratie à l'école, c'est utiliser cet outil, ce lieu de l'école, mais aussi la matière même des disciplines qu'on y enseigne. Alors, bien sûr, la philosophie, mais aussi l'art, la littérature, l'histoire, l'analyse des langues anciennes, les sciences de la nature, etc., pour cultiver la capacité des jeunes à imaginer comment le monde pourrait être autrement qu'il est, et aussi, si je reprends le deuxième sens de la critique, les encourager à ne pas être assujettis à des impératifs et des logiques qu'ils ou elles jugeraient illégitimes. C'est moins les formater que les former à inventer d'autres acceptions possibles du normal, lorsque ce normal est insatisfaisant, et à lutter contre certaines forces normatives qui viseraient à les discipliner ou à les contrôler. À ce prix, l'école, me semble-t-il, peut être le lieu émancipatoire qu'elle est déjà à certains moments, ou à certains aspects, ou dans certaines configurations précises. Enfin, on peut bien sûr s'interroger sur le rôle des médias sociaux dans l'affaissement que certains diagnostiquent à notre époque, mais bien sûr, on aurait beau jeu de se limiter à ça. Cette réflexion, me semble-t-il, ne peut faire l'économie d'englober aussi quoi ? Nos médias et nos politiques, pour se demander jusqu'où, en fait, dans notre société, on encourage véritablement les contestations citoyennes, ou ce qu'on appelle la désobéissance civile, pour nous demander justement à quel point on fait place à des alternatives de pensée, à quel point on peut donner voix et visibilité, justement, à ce que j'appelais d'autres mondes ou d'autres sociétés possibles.
De ce point de vue, beaucoup de sujets de société pourraient être, à mon avis, convoqués. Donc, on a plus que raison de mettre l'apprentissage de la critique au cœur de nos enseignements scolaires, et il est très heureux, je le redis, que cela puisse être porté par des cours aussi ambitieux que le cours de philosophie et citoyenneté dans la forme qu'il a pris récemment. Et je pense que si on parvient véritablement à réaliser cet objectif, on pourra, in fine, retourner l'idée habituelle, l'idée habituellement reçue, jusqu'à se dire peut-être que l'école est un exemple de pratique de la démocratie qui est en fait tout à fait original et puissant, un exemple dont peut-être tout le reste de la société a aussi à s'inspirer. Voilà, cette fois-ci je peux le dire. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, cher professeur Mees, pour cette conférence tout à fait passionnante. D'une part parce qu'il y a un cadre théorique qui a été déployé, mais aussi un cadre programmatique. Et je trouve tout à fait intéressant que, notamment dans le cadre de cette collaboration entre le Parlement et l'Académie, nous puissions ici, avec cette conférence, aussi réaliser une des ambitions d'un cycle comme celui-ci, c'est-à-dire d'apporter une expertise scientifique et académique à un processus délibératif et pour le coup démocratique qui se passe notamment en Fédération Wallonie-Bruxelles avec ce cours de philosophie et de citoyenneté. Merci infiniment pour cette conférence extrêmement riche et qui va, je le suppose, susciter un ensemble de réflexions, d'observations et de questions. Et donc, comme d'habitude, mesdames, messieurs, je vous donne la parole et je vais peut-être procéder par vous, cher monsieur, pour la première question. Bonjour. Oui, alors donc, moi, ce que j'ai pu observer sur le terrain, pour le coup, c'était quand même un certain contresens sur la démocratie à l'école. Concrètement, aujourd'hui, il y a beaucoup de parents, vous n'avez pas mentionné cet acteur qui est quand même de plus en plus puissant dans la démocratie scolaire, ou d'élèves, pour lesquels il s'agit principalement d'une défense de leurs droits, de droits individualisés, selon une conception qui est quand même très consumériste des contenus éducatifs. Et je ne suis pas sûr que les systèmes que vous connaissez bien, donc belges ou français, soient nécessairement ceux qui nécessitent le plus une désobéissance, fut-elle civique, quand on la compare au système éducatif dans le monde, asiatique ou autre. Et donc je me posais la question, en vous écoutant, au lieu de cette insistance dans beaucoup d'enseignements sur le développement du sens critique, si ce n'est pas le sens commun qu'il faudrait ici réinstaurer. Et de toute façon, cet enseignement, bien sûr qu'il est utile, mais d'une heure ou de deux ne suffira jamais. C'est également le cas de l'EMC en France. Ça sera de toute façon toujours contraint, et je pense qu'il est plus nécessaire de diffuser cette notion de sens commun dans l'ensemble, quand même, des enseignements. Même si vous avez exprimé un doute à ce sujet, l'enseignement durable, les pratiques digitales, qui devraient être un peu infusées par cette notion réhabilitée de sens commun, qui me semble être vraiment ce qui manque aujourd'hui le plus à cette démocratie scolaire. Merci. Merci de votre question. Alors, il y a différentes choses. Dites-moi s'il y a des aspects auxquels je ne réponds pas. Mais donc, alors, sur la fin, oui, je vous rejoins tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr des choses qui doivent être faites de façon transversale. Et ce serait absurde, donc si je me suis mal exprimé, ça me permet de préciser, ce serait absurde de penser que chaque professeur devrait faire les choses dans son coin et qu'il y aurait une démocratie qui se travaillerait dans chaque cours de façon différente. Évidemment que la structure de l'école comme ensemble et tous les enseignants comme conseil pédagogique et comme équipe pédagogique doivent travailler ensemble à faire ça. Et il y a toute une série de choses, en effet, au niveau de la démocratie, qui doivent être faites. Ce n'est pas simplement, justement, l'objet d'un cours, vu que c'est quelque chose de tout à fait transversal et qui apparaît d'ailleurs dans les référentiels de beaucoup d'enseignements. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas se limiter à ça et qu'il me semble qu'on ne peut pas travailler sérieusement jusqu'au bout cette question de la démocratie sans y accorder un cours qui soit spécifique à ça. Et c'est pour ça que je suis rentré un peu dans le détail sur le cours de philosophie et citoyenneté, pour montrer toute l'importance de ce cours-là et la nécessité qu'un cours tel que ça existe aussi.
Concernant la première partie de votre question, l'idée du commun, oui, je suis entièrement d'accord. Il me semble que la meilleure façon, en fait, de régler ça, c'est d'essayer de travailler le projet de l'école de façon justement collective en amont, c'est-à-dire de ne pas en effet penser les parents et les élèves comme des consommateurs et les professeurs comme ceux qui leur proposeraient un produit, mais d'essayer d'avoir un des points que j'ai cité rapidement dans cette idée d'une école citoyenne, d'une conception commune du cadre, d'une implication des parents comme des élèves dans le projet pédagogique de l'école. Et il y a un certain nombre d'écoles justement alternatives qui font déjà ça disons, dans les faits. Et ça me semble être des initiatives qui souvent montrent plutôt que ça porte fruit et que justement on travaille ces compétences de la démocratie qui sont en effet l'autonomie, la critique, etc. Mais cette idée d'un pluralisme, cette idée de proposer un espace pour tous et pour toutes dans la diversité et cette idée d'un espace justement commun de délibération. Donc là, je vous rejoins tout à fait. Merci beaucoup. Alors, monsieur a une question là-bas. Voilà. Tout d'abord, bravo pour ce que vous avez exposé. Depuis 2 ans, dans ma commune a instauré un conseil communal des enfants en collaboration avec les écoles. Et c'est pour les enfants de 10 à 12 ans. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Il faudrait se pencher sur la façon dont ça fonctionne de façon concrète et sur l'enjeu. Donc ça, je ne suis pas au courant de ça, mais disons que sur le principe, c'est ce qui me semble intéressant, c'est-à-dire de mobiliser les enfants, pas nécessairement dans une démarche qui soit politique, mais simplement dans une démarche où en fait on leur montre qu'on s'intéresse à ce qu'ils disent, où on leur montre qu'en fonction de ce qu'ils disent, on peut changer nos façons de faire, où on leur demande en fait leur avis et où on les prend justement à égalité, c'est-à-dire pas comme ceux qui ont à se taire, à écouter et à apprendre, mais comme ceux avec lesquels il est possible d'échanger et comme ceux à partir desquels c'est intéressant de construire une vie commune, parce que les enfants sont déjà des citoyens aussi. Et donc oui, a priori, j'abonde dans le sens de ce genre d'initiative tout à fait. Merci, monsieur. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre exposé. D'abord, à titre de précaution et d'honnêteté intellectuelle, juste vous dire que j'ai un passé dans l'enseignement à pédagogie active, et donc ma question sera certainement biaisée. Et du reste aussi, je travaille autour des questions de l'éducation ici dans ce Parlement même. Votre réflexion initiale me soulevait une réflexion-question autour de la question ambivalente d'enseigner la démocratie à l'école, de démocratiser les apprentissages, mais aussi de démocratiser l'institution, c'est-à-dire de comprendre de quelle mesure, outre la pratique et le savoir qui se transmettent dans l'école, l'école reste aujourd'hui, et toutes les études le démontrent, un mur pour certains milieux, par exemple les milieux précaires, notamment en termes d'implicite, de non-explicitation de certains attendus. C'est un des chantiers, je pense, essentiels à l'avenir pour l'école, c'est de rendre cette école accessible à tous, aussi en termes de pratique et d'attendus. Ça, c'était un premier volet. Comment est-ce qu'on résout en fait cette question des loyautés ? Parce que c'est ça que ça provoque, en fait, des élèves qui arrivent et qui subissent une forme d'acculturation plus ou moins importante quand ils arrivent devant l'institution scolaire, se joue la question de la loyauté, et qui, du coup, rend les choses très compliquées en termes d'accepter les savoirs qui se transmettent et qui se construisent dans l'école. Ça, c'est un premier volet. Et puis la question subsidiaire, je vous rejoins entièrement sur la question en fait, 2 heures pour construire la démocratie, c'est très peu. Est-ce que l'enjeu, justement, n'est pas de diffuser, je rejoins un petit peu la question, mais est-ce que l'enjeu n'est pas de diffuser, de manière générale, un rapport critique et un rapport collectif à la construction des savoirs, par notamment la question des pédagogies actives? Est-ce qu'on peut, en fait, de ce que je retire de votre exposé aujourd'hui, est-ce qu'on peut envisager de conserver cette espèce de schizophrénie pédagogique entre, d'une part, des disciplines qui sont enseignées relativement souvent dans une forme de verticalité et de rapport d'autorité, avec à côté un apprentissage du rapport critique à l'adulte et de la transmission des savoirs. Voilà, c'est un peu les 2 axes sur lesquels je pense c'est des chantiers que l'éducation sur lesquels elle devra se pencher urgemment. Merci. Merci beaucoup pour cette double question. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la deuxième, mais je vais essayer d'y répondre. Alors oui, tout à fait d'accord avec le constat d'une égalité qui est liée à ce qu'on appelle parfois la culture scolaire aussi, et le fait d'avoir une facilité spontanée avec l'école telle qu'elle se pratique. Il me semble que c'est des choses qui sont travaillées de façon assez intéressante
notamment dans le projet de l'école active, alors moins tel qu'il est développé dans le pacte d'excellence, mais dans le travail d'organes comme le CECP par exemple, qui travaille cette question, je pense, de façon très intéressante, en disant que l'idée est justement de transformer la manière dont on enseigne, la manière dont on met en place les enseignements pour faire basculer ce qu'on appelle souvent les pratiques régulatives, où en fait on va aider de façon plus spécifique des étudiants, des élèves qui seraient dans le besoin, en fait de les faire passer comme une culture générale, c'est-à-dire de proposer d'emblée un enseignement qui soit plus disons, souple et qui intègre d'emblée plus d'élèves pour avoir moins cette situation d'inégalité où on se retrouve avec finalement toute une série d'élèves à besoins spécifiques qu'il est impossible pour un seul professeur de traiter. Et donc, il y a vraiment toute une série de réflexions intéressantes sur ce que c'est que l'inclusion, sur ce que c'est que l'inclusivité des élèves et sur les façons concrètes de les mettre en œuvre. Et je pense qu'il y a toute une série de réponses là-dessus, à la fois pour les élèves qu'on appelle à besoins spécifiques traditionnellement, mais aussi pour des élèves qui viendraient de familles plus précaires, de milieux socioculturels différents. Voilà, là je pense qu'il y a pas mal de choses. Il y a aussi cette idée comme je répondais, je crois qu'il y a vraiment tout un enjeu à essayer de penser l'école, non pas comme une structure toute faite, inchangeable, qu'on impose de l'extérieur ou du haut sur les élèves, mais d'essayer de co-construire l'espace de l'école avec eux. On parlait des mouvements de jeunesse, mais c'est quelque chose qui se fait énormément dans les mouvements de jeunesse. On le sait bien parce qu'on a pratiqué ça. Et l'idée de construire le cadre avec les participants, c'est quelque chose qui me semble une direction assez intéressante à faire pour l'école. Et alors la deuxième question, c'était, je ne sais plus exactement. En fait, vous y avez déjà partiellement répondu, c'est de quelle manière est-ce qu'on peut ne pas enclencher dès lors la réflexion sur le rapport critique au savoir et la construction active des savoirs par l'élève? Comment est-ce qu'on peut construire la démocratie de manière théorique, pratique, etc. dans l'école, sans aborder aussi la question de comment l'élève se positionne dans le rapport d'autorité qui existe vis-à-vis de l'enseignant, par exemple. Oui, mais du coup, entièrement d'accord avec cette réflexion, et c'est pour ça que j'avais, dans la réponse à comment est-ce qu'on enseigne la démocratie, j'avais deux volets, qui étaient en fait, la forme même de l'école, parce que c'est évidemment très naïf de penser qu'il va y avoir un cours sur la démocratie et que ça va suffire. C'est qu'en fait, ça ne peut marcher que si on adopte, pour prendre un jargon de philosophe, une forme de performativité. C'est-à-dire que dans les cours et dans l'enseignement, la démocratie est déjà en acte et se passe déjà en acte. Et évidemment, ça passe aussi par une formation ou un encouragement des enseignants à, modifier ou travailler leurs pratiques pour correspondre à ça et pour correspondre à justement ces principes d'une mise en autonomie, d'une mise en projet, d'un rapport critique aux choses, d'une implication dans la façon dont les choses fonctionnent, etc. Merci beaucoup. Alors, il y a une question chez Madame, et puis nous irons chez vous. Vous appuyez sur le... Voilà. Merci pour votre présentation. C'est plus un témoignage que je voudrais faire qu'un questionnement, une question. Vous avez évoqué tout à l'heure le côté démesuré de l'ambition de démocratiser l'enseignement. Moi, je voudrais témoigner d'une expérience que j'ai depuis maintenant 5 ans, où j'anime des ateliers philo avec des enfants dans des groupes de jeunesse, lutins, etc., dans des écoles de devoirs, ici à Ixelles, à Dizon, enfin à différents endroits, et puis aussi dans une école primaire, mais seulement une fois par mois, par des petits groupes d'une dizaine d'enfants. Et là, je crois moi, il me semble que pour arriver à cet enseignement de la démocratie, il faut commencer par l'enfant lui-même et ce qu'il vit, c'est-à-dire exercer un esprit critique à partir des valeurs qu'il vit. C'est-à-dire, par exemple, je suis arrivée dans une école où on m'a dit tout de suite que les 2 classes n'étaient pas très solidaires et qu'il y avait beaucoup de difficultés dans la classe. Le premier sujet, ça a bien sûr été la solidarité, ou bien un autre sujet, qui suis-je, ou sur la violence, ou sur on est tous différents, mais on est égaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est justice, injustice? C'est incroyable ce que je rencontre à la fois comme lucidité, comme imagination, aussi comme naïveté par moments et comme poésie, mais c'est incroyable comme en quelques mois, alors que c'est seulement une fois par mois, les enfants parviennent à respecter ce que l'autre dit, à écouter ce que l'autre dit, même si c'est tout à fait différent, opposé à ce qu'ils disent, alors que parfois c'est son meilleur ami, et tout ça se passe dans un climat respectueux
alors que si on se disait la même chose en une cour de récréation, ce serait avec des coups de pied, etc. Et donc je crois que la démocratie commence là, à la vivre concrètement dans les valeurs qu'ils vivent tous les jours. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec vous et merci de ce témoignage qui vient aussi donner chair à ce que j'ai dit. Mais oui, je suis entièrement d'accord et ça fait partie aussi des pratiques pédagogiques dites comme actives, de partir du vécu, de l'expérience de l'enfant pour construire le savoir à partir de ça. Mais aussi, vous l'avez dit, vous faites des ateliers philo et c'est aussi l'idée, c'est de dire que la philosophie, c'est pas quelque chose qui s'apprend du dehors en disant voilà, Platon a dit qu'il faut savoir ce que Platon a dit, etc. Mais de dire quels problèmes on rencontre et comment est-ce qu'on peut le penser. Et en fait, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est une des façons les plus riches en fait, de prendre la question et d'avoir en fait véritablement des résultats. Comme... Oui. Merci beaucoup. Et puis nous allons chez vous, chère madame. Oui, merci beaucoup pour l'exposé. Moi, j'avais 2 questions par rapport à vos travaux de recherche. Est-ce que vous avez découvert des similitudes ou des différences entre la notion de démocratie scolaire et la notion de démocratie à l'école? Donc, est-ce que ces sémantiques recouvrent les mêmes champs ou pas? Ou est-ce que l'un est plus élargi que l'autre? Donc ça, c'est une question qui m'intéresse. Et à l'autre élément, c'est que vous avez beaucoup parlé quelque part de ce qui est transmis à l'enfant, l'importance de l'esprit critique, la désobéissance choisie, l'art de penser autrement. Mais du coup, que disent les travaux que vous menez sur le déplacement ou ce que ça nécessite du point de vue de l'adulte? Et donc, je rejoins un peu la question du rapport à l'autorité et je rejoins le témoignage qu'en fait, l'enfant apprend assez rapidement, mais que peut-être que certaines résistances du monde de l'école viennent du fait que l'adulte doit mettre un certain nombre de choses en place pour mettre l'enfant dans cette possibilité-là. Merci beaucoup pour ces questions très pertinentes. Alors pour la première, non, pas spécialement de différence à ma connaissance. Après, je ne suis pas non plus spécialiste dans la recherche de cette question-là. Moi, c'est des sujets que j'ai croisés plutôt de biais dans ma recherche, vu que je travaille surtout sur des questions qui mêlent l'esthétique et la politique. Donc c'est par un autre biais. Donc je viens à ces questions de démocratie à l'école par ce biais-là de la politique du point de vue théorique et par ma pratique qui s'est faite à différents endroits. Donc c'est une forme de croisement, mais à ma connaissance, donc non. Et pour la deuxième question, oui, évidemment, c'est quelque chose qui pose question. Il me semble que justement cette façon de redéfinir le rôle du ou de la professeur dans l'enseignement, c'est une façon d'y répondre. C'est-à-dire que en fait, le professeur est de nouveau quelqu'un qui apprend aussi et quelqu'un qui en fait apprend avec les élèves. Que c'est l'idée d'une co-construction de savoir, il ne s'agit plus de différencier entre le maître et l'apprenant, mais de mettre tout le monde dans une situation d'apprentissage. En fait, on est tous partie prenante d'une situation où il s'agit aussi de se décaler et de faire ça. Il me semble que justement la réflexion philosophique, le travail de la philosophie, et c'est le travail que moi j'avais fait en amont avec les professeurs que j'avais rencontrés dans le cadre du certificat de philosophie et citoyenneté, que cette pratique-là, en fait, du décentrement est nécessaire pour pouvoir justement atteindre ces objectifs dont vous parlez. C'est-à-dire que évidemment les adultes aussi, et peut-être encore plus, sont remplis de toute une série parfois d'opinions, de préjugés, ou même de choses qui se sont sédimentées à partir de l'expérience et de la pratique, mais qui sont parfois intéressantes de remettre en question. Et je crois que cette pratique de la philosophie, en fait, bénéficie à tout le monde, ou est indispensable peut-être à plein d'aspects, pas seulement du point de vue de l'élève, bien entendu. Alors, une toute dernière question, cher monsieur, bref s'il vous plaît, et une réponse brève parce que cet amphithéâtre doit être libéré pour une commission parlementaire. Mais allez-y, brièvement. Je voudrais faire une défense de la transmission verticale qui me semble être très attaquée pour l'instant. Vous avez fait une petite signe égal entre majorité et domination. Et je crois qu'il y a toute une série de domaines de savoir où la transmission verticale est justifiée et ne doit pas être refusée. Elle ne s'assimile pas à une domination. Merci. Alors, il n'y avait pas un égal entre la majorité et la domination, c'était l'idée d'une possibilité. C'est qu'à ne prendre qu'en compte
la décision d'une majorité, comme le fait parfois notre système démocratique, on peut oublier ou passer sous silence le vécu de certaines catégories minoritaires de la population qui peuvent être discriminées ou victimes de violences, etc. Donc ça, c'est pour préciser. Et concernant la question de la verticalité, donc mon propos n'est pas du tout de dire qu'il n'y a plus de savoir et qu'il n'y a plus de savoir à transmettre. La question, c'est comment on le fait. Et de mon expérience de professeur, là je peux en parler depuis mon vécu, un cours ex cathedra et magistral, c'est vraiment très rarement la meilleure manière de faire passer tant des compétences aussi que du savoir. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où il n'y a que certains types d'étudiants ou d'élèves qui vont être réceptifs vraiment et qui vont tirer un maximum. Certains vont le faire, hein, mais vraiment on en perd beaucoup en chemin. Et donc disons la façon magistrale de l'enseignement qui opère cette verticalité me semble, de mon expérience et de ce que j'ai lu, quand même partiellement, voire même plus que partiellement, inefficace dans pas mal d'aspects. Très bien, merci infiniment, cher professeur, pour cette nuance importante aussi. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été là pour cette nouvelle conférence du cycle Réflexe. Alors, cette conférence termine le semestre, parce que ce Parlement va entrer dans une période de préparation aux activités électorales, et donc nous avons convenu que les activités du cycle Réflexe se terminaient pendant ce temps, entre guillemets, si vous me permettez l'expression prudentielle, et donc nous reprendrons notre activité de partenariat avec le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles au deuxième semestre, c'est-à-dire sans doute à partir du mois de septembre-octobre de cette année. Merci infiniment d'avoir été là, et donc comme je le disais en commençant cette conférence, nous nous retrouvons maintenant dans le hall d'entrée du Parlement pour le lunch habituel, et je remercie d'ailleurs à cet égard le Parlement pour son accueil extrêmement généreux. Cher professeur, merci infiniment et bon après-midi à chacun de vous. Merci.